Bienvenue dans les vidéos du 10e chapitre du programme Crystal Clear Electronics 2. Dans ce chapitre, nous continuerons à explorer différents canaux de communication, y compris la transmission de données série. Au chapitre 8, vous avez déjà découvert les protocoles I2C et SPI, et maintenant nous allons poursuivre avec les connexions UART, CAN et USB. Nous examinerons également leurs utilisations. Nous sommes ici avec le présentateur de cette vidéo, Adam Sabo, ingénieur en mécatronique. Il développe des circuits sur mesure et des systèmes prototypes, et il est co-auteur du programme Crystal Clear Electronics. Bienvenue à tous. Balázs Kalingsak, un élève du lycée Bolia Janos à Szombathely, va m'aider pour les vidéos. Comme Balázs l'a mentionné, nous allons parler des protocoles de communication. Nous avons déjà appris l'I2C et le SPI, qui sont des méthodes de communication synchrone permettant le transfert de données sur de courtes distances, généralement seulement quelques centimètres sur une carte de circuit imprimée. Aujourd'hui, nous allons aborder l'UART, le CAN et l'USB, qui fonctionnent de manière asynchrone et peuvent transmettre des données sur plusieurs mètres. Même si tous ces acronymes et termes techniques peuvent sembler un peu intimidants au début, ne vous inquiétez pas, nous allons tout expliquer en détail avec des exemples afin que tout soit clair à la fin des vidéos. C'est exact. Bien sûr, nous avons aussi un exemple pratique. Nous allons créer un petit jeu de dessin avec deux microcontrôleurs en utilisant la communication UART, et nous vous montrerons également comment utiliser une carte de développement comme une souris USB. Rejoignez-nous maintenant. Allons à la table et commençons notre travail ensemble dès à présent. Si vous avez déjà étudié le programme Crystal Clear Electronics 1, vous avez peut-être rencontré la communication ART au chapitre 18. Ici, nous allons passer en revue tout ce qui concerne l'UART de manière plus détaillée. Nous allons aborder tous les détails, donc cela ne vaut pas la peine de sauter cette partie non plus. Les ports série que nous avons vus jusqu'à présent, I2C et SPI, échangent des informations de manière synchrone en utilisant un signal d'horloge commun. Mais cela va changer. Tous les protocoles que nous allons vous présenter sont asynchrones. Mais qu'est-ce que cela signifie? Entre les appareils, il n'y a pas de ligne d'horloge ni de facteur externe pour aligner les horloges internes des dispositifs. Par conséquent, ils auront besoin d'une méthode pour y parvenir entre eux. Une autre différence clé concerne la façon dont les données circulent. Dans la communication synchrone, le transfert de données est continu et se fait à une fréquence d'horloge fixe, ce qui signifie qu'il doit se produire en synchronisation avec l'horloge. En revanche, la communication asynchrone permet aux appareils de communiquer à leur propre rythme, quand ils le souhaitent. Ce type de communication peut se faire par fragments, et il n'y a pas de contrainte de temps stricte. Les parties émettrices et réceptrices utilisent chacune leurs propres signaux d'horloge pour planifier la communication. Elles parviennent à une synchronisation uniforme du canal de communication en ajustant l'horloge de la partie réceptrice à différents intervalles. Les rôles de l'émetteur et du récepteur peuvent changer ou être interchangés, mais l'horloge interne du récepteur est toujours synchronisée sur le rythme du message envoyé par l'émetteur, donc sur le signal d'horloge de l'émetteur. Les horloges internes des appareils ne seront jamais parfaitement identiques. Il y a donc toujours un certain décalage dans la communication asynchrone. C'est le protocole de communication qui détermine quel pourcentage de différence il peut tolérer entre les horloges des appareils. Pouvez-vous donner un exemple de la vie courante pour nous aider à mieux comprendre? Voyons cela. Imaginez une grande salle, de la musique qui joue et tout le monde qui danse ensemble. Si vous voulez danser avec quelqu'un, la musique diffusée par les enceintes vous donne à tous les deux le rythme. C'est comme une communication synchrone. Le rythme de la musique sert de signal d'horloge de référence, et les gens dansent en synchronisation les uns avec les autres. Maintenant, imaginez la même salle, mais où chacun porte un casque audio. Tout le monde danse, mais sur sa propre musique et à son propre rythme. Si vous voulez rejoindre la danse de quelqu'un, si vous voulez danser avec lui, vous devez adopter son rythme. Autrement dit, vous devez vous synchroniser avec son signal d'horloge. Pour cela, il est essentiel de savoir quelle musique il écoute et que vous écoutiez tous les deux la même musique. Je crois que je comprends. Si l'on transpose cela dans le monde de l'électronique, dans les communications asynchrones, il est particulièrement important que les différents paramètres de la communication soient prédéfinis dans chaque appareil et que tous les appareils suivent les mêmes règles afin de communiquer correctement. C'est tout à fait exact. Nous ferons plusieurs fois référence aux formes de communication décrites comme des protocoles et des standards, mais ces mots ont également d'autres significations. Chacun des ports séries présentés dans ce chapitre repose sur de nombreux autres protocoles ou standards de niveau supérieur, plus complexes, qui viennent les compléter. Parmi les exemples, on peut citer Modbus RTU, qui est basé sur l'UART, et CANopen, qui repose sur le bus CAN.
Commençons par la communication UART. L'abréviation signifie Universal Asynchronous Receiver Transmitter, et il s'agit d'un protocole définissant une couche de liaison de données de communication. UART désigne à l'origine le circuit périphérique qui gère la communication série asynchrone. Mais de nos jours, ce terme est également utilisé pour décrire la forme des données transmises lors de la communication. En général, 2 à 4 signaux sont utilisés pour mettre en œuvre la communication, comme le montre ce tableau. La broche TX d'un appareil est connectée à la broche RX de l'autre appareil, et inversement. Ainsi, les données circulent sur des fils séparés dans un sens et dans l'autre. Et à quoi servent les 2 autres signaux, CTS et RTS? Excellente question. Ces lignes sont facultatives et ne sont pas strictement nécessaires à une communication complète. Ils mettent en œuvre un contrôle de flux pour garantir que tous les messages sont transmis au bon moment. L'expéditeur utilise le signal prêt à envoyer pour indiquer qu'il souhaite transmettre des données à l'autre appareil, permettant ainsi au destinataire de se préparer à la réception. Le récepteur répond sur la ligne prête à envoyer, confirmant qu'il est prêt à recevoir le message. Cet échange garantit que les données ne sont transmises que lorsque la partie réceptrice est prête, évitant ainsi toute perte de données et le risque de surcharger le destinataire. Donc, c'est un peu comme lorsque je m'adresse à quelqu'un et que j'attends qu'il me regarde, indiquant qu'il m'écoute. Comme quand je dis « Adam, Adam ». Désolé, je n'écoutais pas. Peux-tu répéter? J'essayais juste de trouver une analogie simple pour expliquer l'importance des signaux RTS et CTS. Donc, c'est comme une poignée de main. L'émetteur tend la main et attend que le récepteur lui rende la poignée de main, s'assurant ainsi que le récepteur participe à la communication. Exactement. Le terme technique pour cela est le handshaking, ou, par exemple, c'est comme s'adresser à des personnes. Et bolage. Oui, Comme ça, par exemple. Pourquoi penses-tu qu'il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser ces signaux? je penserais que si tu envoies des messages rarement, tu peux supposer que le récepteur peut tous les gérer. Par exemple, si la fonction principale d'un appareil est simplement de recevoir des messages, alors il n'est pas nécessaire de le notifier spécifiquement. Ou peut être que c'est même pas nécessaire si le message est de ce type, mais que c'est pas un problème si tout n'arrive pas complètement. Tu l'as très bien décrit. Cependant, il est essentiel d'utiliser des signaux de contrôle de flux lorsque nos appareils disposent de peu de capacité de calcul ou de mémoire pour le nombre de messages, ou lorsque nous voulons mettre en œuvre une communication à haute vitesse. Quand on parle de communication UART, cela dépend beaucoup des circonstances d'utilisation et de ce que l'on entend exactement. Dans le cas des dispositifs embarqués, nous utilisons généralement une technologie point-à-point, des niveaux de tension TTL et une logique positive pour la communication entre les modules. Un grand nombre d'appareils microprogrammables contiennent les périphériques nécessaires. Et quels autres types de communication UART existent-ils? Par exemple, il y a les normes RS232 et RS40425. Il est important de noter que celles-ci définissent essentiellement la couche physique de la communication. Une communication donnée comporte plusieurs couches. Les 2 plus fondamentales sont la couche physique et la couche logique, également appelée couche de liaison de données. La couche physique définit la conception physique spécifique de la communication, comme le type de connecteur, l'affectation des broches, le nombre de fils, la conception du câble, les niveaux de tension des signaux et le débit de données. Elle décrit comment les signaux sont transmis d'un appareil à un autre. La couche de liaison de données décrit comment convertir les données en signaux physiques, et inversement, comment interpréter les signaux électriques en tant que données. Des exemples de telles fonctionnalités sont le minutage de la communication, le découpage des données et l'ordre des impulsions. Vous pouvez même utiliser différents algorithmes pour détecter les erreurs dans le signal physique et essayer de les corriger. Par exemple, la couche physique RS232 a été introduite dans les années 1960. Dans celle-ci, il était précisé que le niveau logique 1 devait être compris entre -15 et -3 volts, le niveau logique 0 devait être compris entre +3 et +15 volts, et que seules 2 unités pouvaient participer à la communication, ce qui signifie qu'il s'agit d'une connexion point à point. De plus, seuls les connecteurs D-9 ou D-25 peuvent être utilisés avec un brochage spécifié. Le contrôle de flux est obligatoire, c'est à dire en utilisant les signaux CTS et RTS, ce qui signifie qu'un total de 9 fils est nécessaire. En outre, la vitesse maximale est fixée à 19-200 bits par seconde, et à cette vitesse, la longueur maximale du câble peut atteindre 15 mètres. Le RS485 est apparu plus tard, dans les années 1980, et permet des vitesses de transfert de données plus élevées. Par exemple, il offre une vitesse maximale de 2 mégabits par seconde sur 50 mètres, élimine le besoin des signaux CTS et RTS, et il est possible de connecter plus de 2 appareils. Les données ne sont pas transmises par la tension absolue des signaux,
mais par la différence entre eux, ce que l'on appelle la transmission différentielle. Ainsi, seuls 3 fils sont nécessaires. Le type et le brochage du connecteur ne sont pas spécifiés. Il est intéressant de noter que les mêmes paquets de données UR circulent entre les appareils sur ces deux systèmes de communication série qui ont des structures totalement différentes. Nous en avons beaucoup parlé, mais pouvez-vous enfin nous montrer à quoi ressemble ce paquet de données UR? Bien sûr, oui. Regardons cela. L'image montre comment une trame de données est envoyée. Chaque trame commence par un bit de départ. Habituellement, 8 bits de données utiles sont envoyés dans une trame, mais il est aussi possible d'en envoyer entre 5 et 9. Un bit de parité peut être ajouté en option au message, ce qui permet d'étendre la forme binaire des données à un nombre pair ou impair de 1. Ainsi, nous pouvons vérifier la validité des données reçues. Enfin, la fin de la communication est indiquée par un bit d'arrêt, qui peut avoir une longueur d'1 et demi ou de 2 bits. Tout cela sera démontré dans le code d'exemple. J'ai quelques questions à ce sujet. Commençons par le début. Pourquoi la ligne de communication prend-elle une valeur logique de 1 à l'état de repos? Le niveau logique de l'état de repos est défini ainsi, parce qu'il est possible de détecter immédiatement si la connexion est mauvaise ou si le fil est défectueux. Le fil est probablement coupé si un 0 logique est lu en continu pendant une longue période. C'est assez pratique, mais pourquoi ne pouvons-nous envoyer que 8 à 9 bits de données dans un tel cadre? Cela semble assez peu. Lorsque ce protocole a été développé dans les années 1960 et 1970, l'objectif principal était de le rendre compatible avec les communications série qui étaient courantes à l'époque et de faciliter la transition. C'est l'une des raisons pour lesquelles il prend en charge le format 5 bits utilisé par les téléscripteurs de l'époque. Il fallait également prendre en compte le fait que, la communication étant asynchrone, les vitesses d'horloge des unités émettrices et réceptrices diffèrent plus ou moins. Plus le message est court, plus la probabilité que les différences de fréquence d'horloge entraînent une erreur d'1 bit est faible. Pour une chaîne de données de 10 bits, l'écart d'horloge maximal théorique est d'un dixième, soit 10%, tandis que pour une transmission de 100 bits, la tolérance serait d'un centième, soit 1%. Le format de 8 bits, ou un octet, répondait à tous les besoins de l'époque et, au fil des années, il est devenu la norme de l'industrie et reste encore aujourd'hui un format très utilisable. Je commence à avoir l'impression qu'on pourrait analyser l'UART indéfiniment ici. Tout à l'heure, tu as mentionné qu'il n'y avait pas de signal d'horloge commun, donc il faut un certain mécanisme de synchronisation. Dis-moi simplement où cela se passe-t-il exactement ici? C'est une excellente question. En fait, c'est le bit de start qui s'en charge. Il signale au récepteur le début du paquet de données, il synchronise son horloge dessus, et à partir de là, il commence à recevoir les 8 bits de données. Après les données, le bit de stop signale la fin de la communication et donne au récepteur le temps nécessaire avant le message suivant. Maintenant que nous connaissons la forme d'envoi des données, voyons ce qu'il faut d'autre pour que deux appareils puissent interagir. D'abord, il faut régler la vitesse de communication, appelée le débit en beau, sur les deux appareils, n'est-ce pas? Oui. Le débit en beau est le taux de transmission qui détermine précisément combien de symboles individuels sont transmis par seconde. Dans ce cas, il est facile de calculer ce nombre, puisque dans la communication OURT, chaque bit correspond à un symbole. C'est à dire qu'un débit en beau de 9600 correspond ici à 9600 bits par seconde. Il existe des réglages de débit en beau courant pour la communication ART, mais il est important de noter que, du moins en théorie, n'importe quelle valeur peut être spécifiée si l'appareil peut la supporter. Pour les appareils normalisés, des valeurs prédéfinies peuvent être choisies afin d'assurer une bonne division de l'horloge. À l'aube des télécommunications, 75 bits par seconde était une valeur populaire, mais aujourd'hui, on considère généralement que 300 à 600 bits par seconde représentent le bas de la fourchette, tandis que 900-600 bits par seconde est l'un des réglages par défaut les plus courants. Il n'y a pas vraiment de limite supérieure, mais sans vouloir être exhaustif, j'aimerais citer quelques-unes des valeurs les plus courantes, comme 19-200, 115-200 et 920, et un 600 bits par seconde. Je pars du principe que tout est déjà en place pour la communication. Nous utilisons la même couche physique, réglons la largeur des bits à 8 bits, activons le bit de parité, fixons le bit d'arrêt à 1, définissons le débit en beau à 9600, et nous sommes prêts à échanger des informations. Malheureusement, pas tout à fait. Nous devons savoir si les deux appareils peuvent respecter les critères de synchronisation avec les paramètres souhaités. En d'autres termes, l'émetteur peut-il envoyer des données aussi rapidement que le récepteur l'attend, ou inversement?
1 ou 1,5 bit d'arrêt suffit-il pour décoder les données? Dans quel environnement prévoyons-nous d'utiliser notre appareil? Est-il nécessaire d'utiliser un bit de parité pour détecter d'éventuelles erreurs causées par des signaux parasites externes? Malheureusement, il faut répondre à toutes ces questions. Sinon, nous pourrions avoir quelques surprises intéressantes. Eh bien oui, bien sûr, mais en général, les appareils ne permettent que des réglages qu'ils peuvent gérer, mais cela peut certainement être trouvé dans la fiche technique de l'appareil, non? C'est comme cela que cela devrait être, mais il est essentiel de souligner que la présence d'un bit de parité n'est pas une méthode complète de vérification des erreurs et qu'elle n'est pas adaptée à la correction des erreurs. Si vous avez vraiment besoin d'une vérification et d'une correction d'erreurs plus complexes, nous devons l'implémenter individuellement dans notre code. Je vois. Mais maintenant, nous pouvons passer à l'exemple pratique, n'est-ce pas? Pas encore. Nous avons encore une chose à discuter. Jetons-y un rapide coup d'œil, puis nous passerons à la façon dont nous pouvons communiquer avec notre microcontrôleur via l'UART. L'image montre deux façons différentes de traiter le même signal. L'interprétation du haut suppose une charge utile en code Baudot sur 5 bits, avec un bit de parité pair et 2 bits d'arrêt, en envoyant d'abord le bit de poids le plus faible. La partie inférieure correspond à un encodage ASCII sur 7 bits sans bit de parité, avec un bit d'arrêt, en supposant que le bit de poids le plus fort est envoyé en premier. On peut voir qu'un décodage donne les caractères H et E, tandis que l'autre donne les symboles K et dièse. Il est donc très important d'uniformiser l'ordre des bits entre les deux dispositifs communicants, en plus des paramètres de trame. Sans cela, nous pouvons rencontrer ce genre de problème, ainsi que d'autres problèmes similaires lors de la communication. Et que se passe-t-il si l'accord est respecté à tous les niveaux, mais qu'en raison d'une influence extérieure, la partie réceptrice reçoit tout de même des données incorrectes? Dans ce cas, un message d'erreur peut être reçu de la part du périphérique UART. Les plus courantes sont les erreurs de trame et de parité, la première étant causée par l'absence ou le retard du bit d'arrêt, la seconde par un bit de parité défectueux. Une erreur de dépassement peut être détectée par le côté récepteur si un nouveau bit de départ est reçu plus rapidement que la trame précédente n'a été traitée par le contrôleur. Un underrun, ou un retour d'information de données manquantes, peut être attendu s'il n'y a pas de données à envoyer, mais qu'une demande d'envoi est faite. Enfin, une situation particulière est la condition de rupture, qui se produit en cas de signal à l'état bas prolongé. Il s'agit d'un niveau de tension bas, généralement causé par une rupture de fil. Nous en savons maintenant beaucoup sur la communication série asynchrone. Ce que nous avons dit jusqu'à présent est généralement vrai pour la communication série asynchrone avec la plupart des périphériques UR. Comme nous le verrons plus tard dans la configuration des ES des microcontrôleurs, il existe de nombreux protocoles de communication qui utilisent une variante de l'UART. Dans l'industrie automobile, cela inclut le protocole LIN, ou Local Interconnect Network, à fil unique, mais même la carte SIM, Subscriber Identity Module, de nos téléphones utilise une communication spécifique basée sur l'UR. Nous arrivons à la fin de cette session, mais nous avons acquis beaucoup d'informations utiles. Dans la prochaine vidéo, nous allons donc simplement essayer le protocole UR en pratique. J'espère que personne n'a été découragé par toutes ces théories. Restez avec nous pour la prochaine vidéo afin de voir et d'essayer comment fonctionne l'UR sur un microcontrôleur STM32F4. Au revoir. Au revoir.